Bon, 1940, la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, en Asie et en Afrique. Ouais, là on commence fort. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, mais l'idéologie nazie les inquiète lorsque certains de ses voisins commencent à s'y coquiner, surtout en Amérique du Sud. C'est ça l'Amérique du Sud. Et ça c'est un pangolin, ça n'a rien à voir. Pour contrer ça, les États-Unis, alors gouvernés par Franklin D. Roosevelt, vont utiliser la Good Neighbor Policy, aussi appelée la politique du bon voisin. Bonjour voisin, tire-toi, au revoir voisin. Qui vise à utiliser le soft power pour pousser l'Amérique du Sud à s'éloigner du nazisme pour aimer les États-Unis. En bref, les chefs d'État sud-américains répondent que oui, les USA peuvent utiliser leur politique et ils promettent de ne plus s'acoquiner avec les Allemands. En vrai, c'est plus compliqué que ça parce que l'Amérique du Sud va continuer à tisser des relations avec certains nazis, mais officiellement, ici, on est des fans des États-Unis of America. Et c'est ainsi que les États-Unis commencèrent petit à petit à gagner de l'influence en Amérique du Sud et surtout dans 3 pays stratégiques, le Chili, l'Argentine et le Brésil. Pour augmenter encore plus cette popularité, les Américains ont une idée, le cinéma. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des tentatives, mais la plupart se soldent par un échec, le plus cuisant étant celui de Argentine Nights, un film qui était censé glorifier la culture argentine, mais qui l'a confondu avec la culture cubaine. Et ça, les Argentins ont pas du tout aimé. Il y a eu énormément d'émeutes dans des cinémas, obligeant même parfois l'armée à intervenir. Donc, quoi de mieux pour conquérir le box-office à l'époque, et encore aujourd'hui, que Disney. Et à l'époque, chez Disney, financièrement, c'est pas la folie. Entre la Seconde Guerre mondiale qui met à mal l'Europe, qui est leur second plus gros marché, et une rébellion de certains animateurs qui demandent à être mieux payés, ça va mal. Et ça, le gouvernement américain, il l'a bien compris. Il propose donc à Walt Disney 500 000 $ pour qu'il parte visiter l'Amérique du Sud et en fasse ensuite un film d'animation. Donc bon, 500 000 $, ça semble pas être une somme très folichonne, mais avec l'inflation, aujourd'hui en fait, c'est l'équivalent de 10 millions de dollars, ce qui était énormément d'argent à l'époque pour produire un film. Sachant qu'à côté, Disney avait le droit de garder tous les bénéfices faits au box-office, ce qui fait que c'était une énorme opération financière pour eux. Autrement dit, ils n'ont pas réfléchi longtemps et ils ont embarqué dans un avion. Pour leur voyage de quelques mois, Walt Disney et ceux qu'il va appeler El Grupo vont visiter Rio de Janeiro, Buenos Aires et ensuite se séparer pour aller visiter le Chili, l'Équateur, le Venezuela et la Colombie. Après n'avoir en aucun cas respecté les gestes barrières dans ces pays, la clique à Walt reviendra aux USA et créera le film d'animation nommé Saludos Amigos, qui sera la toute première apparition d'un certain José Carioca. Et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Antoine et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mainstream. Saludos Amigos, ça veut dire salut les amis en espagnol, est un film d'animation de 42 minutes sorti le 24 août 1942 au Brésil. Le film raconte directement le voyage de la clique à Walt dans 4 petits courts-métrages, chacun inspirés par un pays qu'ils ont visité. On a tout d'abord le court-métrage Lac Titicaca, dans lequel Donald, parce qu'on n'allait pas ramener Mickey non plus, faut pas déconner, veut se rendre au lac Titicaca à dos de lama. On a ensuite Pedro. L'histoire d'un petit avion qui va remplacer son père pour traverser la cordillère des Andes, El Gaucho Goofy ou Dingo se retrouvent en cow-boy dans la pampa argentine, et enfin celui qui nous intéresse, Aquarela do Brasil. Dans celui-ci, Donald se retrouve au Brésil et rencontre un perroquet nommé José Carioca. Carioca, c'est le gentilé des habitants de Rio. Les deux personnages font leur rencontre et José lui propose d'aller faire la tournée des Grands Ducs. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est une expression classe pour dire qu'ils vont se bourrer la gueule dans un marathon. Par la même occasion, Donald va découvrir le plus grand amour du Brésil, la samba. La samba? C'est quoi ça? Ah, la samba. Tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Bem, 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 Y'en bem, a bem. qui sortent en équipe avenue Montaigne, François 1er. Je suis avec ma go enfouraillé au cas où faudrait simplifier. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo. Ah non, je me suis trompé de bande son. On recommence. C'est nul. Et là, vous vous rappelez de ce que j'ai dit il y a 2 minutes et vous vous dites sûrement « Mais ils vont pas se bourrer la gueule dans un Disney, c'est pour les enfants ». J'étais du même avis que vous jusqu'à ce que José sorte une bouteille de cachaça, une sorte de cousin du rhum et élément principal de la caipirinha pour en servir un bon gros verre à Donald. Et le court-métrage se termine avec un canard complètement bourré qui danse avec des brésiliennes. Aquarela do Brasil fut le plus populaire des 4 segments du film et les Brésiliens sont vite tombés amoureux de ce petit perroquet. Mais comment est-ce qu'il a été conçu ?
Eh bien, c'est très simple. Quand une maman et un papa perroquet s'aiment beaucoup... Non, pas comme ça. En fait, c'est durant leur visite au Brésil que Walt Disney a remarqué que les Brésiliens avaient une énorme passion pour les perroquets. Voyant à quel point cet oiseau était aimé, les équipes de Disney décident de se concentrer sur lui pour créer leur personnage. Étape 1. On a l'animal. Maintenant, il faut le dessiner et pour ça, Walt va visiter de nombreux musées pour en apprendre plus sur ces animaux et après chaque leçon, il va créer un petit croquis qui de fil en aiguille deviendra José. Étape 2, on a le design. Pour le nommer, Disney n'ira pas chercher loin et choisira le prénom José car c'est l'un des plus populaires au Brésil et Carioca car c'est le nom des habitants de Rio. Je fais une petite aparté sur le nom mais en gros c'est comme si pour un personnage français, il l'avait appelé Marc Lyonnais quoi. C'est le moment où vous devez rigoler. Étape 3. On a son nom. Pour sa personnalité, on a plusieurs inspirations comme José Oliveira, le doubleur du perroquet et qui a d'ailleurs pas mal inspiré sa gestuelle, mais aussi les malandros. Les malandros, c'est des criminels brésiliens de l'époque qui avaient une allure plutôt cool, qui étaient des hommes à femmes, etc. En gros, c'est un peu les Peaky Blinders du Brésil, mais en beaucoup plus cool parce qu'ils n'ont pas un accent anglais dégueulasse. Évidemment, Disney a pas gardé la partie criminelle, mais c'est surtout servi d'eux pour s'inspirer au niveau de la personnalité confiante et séductrice. Étape 4, on a la personnalité de José, et le résultat donne un personnage ultra populaire au Brésil. Et c'est vrai qu'à cette époque, et encore un peu aujourd'hui, c'est assez rare qu'un personnage s'inspire autant d'une culture et de manière bienveillante. José Carioca, il est pas fait pour se moquer des clichés du Brésil, etc. C'est une véritable lettre d'amour à la culture brésilienne, et ça il faut le souligner. Après la sortie du film, José devint une vraie icône, au point que la musique utilisée dans le court-métrage Aquarela do Brasil eut un énorme succès après la sortie du film, au point d'être encore considéré aujourd'hui comme un pilier de la musique brésilienne de l'époque. Le professeur Alfred Charles Richard Jr. dira même que ce film a fait plus pour rapprocher les peuples sud-américains et nord-américains que les gouvernements n'ont pu le faire en 50 ans. Durant les mois qui suivent, José fit son apparition dans le journal américain Silly Symphony avec des petites bandes dessinées racontant les aventures du perroquet brésilien. Pendant 2 ans, ces péripéties seront publiées dans le journal jusqu'à la sortie d'un second film en 1944, Les Trois Caballeros. Ce film va d'ailleurs marquer l'histoire de l'animation puisque c'est d'abord la toute première suite à un film fait par Disney et c'est aussi le tout premier film qui aura une scène mélangeant animation et film live. Mais le but de ce film, c'est pas seulement de tenter de conquérir un peu plus l'Amérique du Sud. Cette fois-ci, Disney vise l'Amérique centrale avec l'apparition de Panchito Pistoles, un poulet mexicain qui avec Donald et José va créer le groupe des Trois Caballeros. Durant le film, on a d'ailleurs une scène où Panchito et José font découvrir à Donald les femmes d'Amérique latine en les observant de loin sur la plage avec une longue vue. C'était une autre époque. Le film n'a plus autant un objectif de propagande, mais pourtant il a été beaucoup moins populaire que le premier. Mais par contre, ce qui est resté très populaire après la sortie du film, c'est notre sponsor. Non, je déconne, je suis pas connu. C'est José Carioca. Il aura le droit à une 3e apparition dans un film Disney en 1948 dans le film Melody Time, où il apparaît dans le court-métrage C'est la faute de la samba, où lui et Donald passent une mauvaise journée et décident d'évacuer leur blues en allant danser la samba. Et c'est ce film qui signe la fin de José Carioca au cinéma. On pourrait dire donc que c'est la fin tout court pour lui, mais non, il n'en est même pas encore au top de sa popularité. En 1950, les bandes dessinées brésiliennes ou Pato Donald commencent à intégrer des histoires avec José en personnage secondaire, et les créateurs remarquent une chose, les BD de Donald sans José se vendent bien, mais celles avec José se vendent pratiquement 2 fois plus. Et ça va durer pendant une dizaine d'années. Pendant ce temps-là, en 1960, José fait son grand retour en animation, mais pas dans un film, dans l'épisode Two Happy Amigos de la série TV Walt Disney Présente, où il ira cette fois-ci visiter les États-Unis et ses endroits magnifiques comme le Grand Canyon, les Everglades ou encore le parc de Yellowstone. Et en 1961, José a enfin le droit à sa propre bande dessinée, Zé Carioca. Les créateurs sont tellement confiants qu'ils décident même de baisser par 2 le nombre de productions de la BD Donald pour permettre à la BD du perroquet de sortir une semaine sur 2. Au fil des numéros, son apparence va changer et il abandonnera son design très significatif pour devenir un véritable Monsieur Tout-le-Monde. En 1985, Disney décide de séparer totalement la BD de Zé Carioca et celle de Donald, ce qui fait que maintenant notre perroquet a une BD qui sort toutes les semaines. En 1990, Zé se fait relooker pour avoir une apparence plus Jones et se retrouve avec un jean, un t-shirt, une paire de baskets et une...
Même sa personnalité sera changée puisqu'il devient un jeune adulte cool pour parler à nos chers amis adolescents. Durant les années 90, José continuera sa série de BD et fera des apparitions dans l'émission brésilienne Disney Club avec un costume qui... Arrêtez de me regarder comme ça, vous me faites peur. Et enfin, en 1999, José est de retour sur les écrans de télévision américains dans son design classique dans l'épisode Mickey veut cuisiner de la série Mickey Mania. Dans cet épisode, il essaiera de draguer Minnie en parlant de tomates. Croyez-moi, ça fonctionne. Et il proposera de cuisiner à elle et à Mickey un délicieux repas brésilien. Cette apparition sera l'occasion de réintroduire José Carioca à une audience américaine qui ne l'avait jamais rencontré auparavant. Ça faisait depuis 1960 qu'il n'était plus apparu à la télé américaine et sa série de BD était limitée au Brésil et à quelques pays frontaliers. Sa réintroduction continue en 2001 dans un épisode de Tous en boîte avec le retour de Panchito Pistoles dans lequel il tente de convaincre Donald de reformer le groupe des Trois Caballeros. Durant ces mêmes années, les Trois Caballeros apparaîtront dans plusieurs numéros de la série de BD dédiée à Donald de Don Rosa et c'est ainsi que José et Panchito redeviendront des personnages secondaires récurrents de l'univers de Donald Duck, au point même d'apparaître dans les parcs Disney et d'avoir une attraction dédiée aux Trois Caballeros à partir de 2007 au Walt Disney World d'Orlando. Depuis 2014, José fait de brèves apparitions dans la série Mickey Mouse en tant que membre des Trois Caballeros, en tant que carnavaliste ou en tant que commentateur de foot. Parce que s'il y a bien un truc qui caractérise les Brésiliens plus que la samba, c'est le football. Là où ces séries d'animation visaient surtout les fans de Disney ou les gens qui ont plus de 10 ans, en 2017, José apparaît dans un épisode de la série Mickey et ses amis Top Départ, destiné aux très jeunes enfants. On sent l'envie de Disney de l'installer dans l'imaginaire collectif de n'importe quelle génération, et c'est normal. Son design est cool, son comportement est cool, il permet de promouvoir des cultures étrangères, et il dérange pas les Chinois. Mais l'apparition récente la plus populaire de José et des Trois Caballeros reste dans le très bon, que dis-je, l'excellent reboot de la bande à Picsou de 2017. Secrète, cool. Et oui, car sur la chaîne YouTube Antoine s'ennuie, les meilleures séries ne s'appellent pas Game of Thrones, Breaking Bad ou encore Stranger Things, ça s'appelle La Bande à Picsou, Gravity Falls et les Animaniacs. Et Avatar le dernier maître de l'air. Faut regarder Avatar le dernier maître de l'air. C'est la meilleure série all time. La légende de Korra aussi c'est pas mal, mais le dernier maître de l'air c'est mieux. En plus c'est sur Netflix, donc vous avez pas d'excuses. En 2019, une série d'animation La Légende des Trois Caballeros sort en même temps que l'arrivée de Disney+, dans laquelle Donald, Panchito et José voyagent aux quatre coins du monde pour combattre le mal avec l'aide de la déesse grecque de l'aventure. Mais pendant que tout se passe bien pour José aux USA, comment ça va au Brésil? Pas bien. Les BD Zecarioca sont passés en début 2010 d'hebdomadaire à mensuel et la dernière BD Zecarioca en date est la numéro 2446 sortie en juin 2018. On peut se dire que c'est un échec, mais il faut quand même rappeler que cette BD a duré pendant 70 ans, ce qui est beaucoup mieux par exemple que des Astérix, des Tintins ou encore la BD Thibaut InShape. Et malgré cette annulation de BD, José reste très populaire au Brésil et il gagne même une seconde jeunesse depuis le début des années 2000 grâce à Disney qui a décidé de le ressortir de son vieux tiroir. Mais voilà, entre le moment où j'ai écrit cet épisode et que je l'ai fini, un nouvel éditeur a récupéré les droits des BD Disney pour le Brésil et a décidé de relancer Carioca avec un nouveau look et de nouvelles histoires. Le Brésil en a donc peut-être pas fini avec les BD du perroquet. Ce perroquet, qui n'était censé apparaître que dans un film de propagande pour combattre le nazisme, est devenu un monument de la culture latino-américaine de Disney et avec la fin de la série La Bande à Picsou, je voulais rendre hommage à l'univers de la famille Duck, et quoi de mieux que de parler de ce personnage au parcours si atypique. C'est la fin de ce deuxième épisode de Mainstream, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et à lâcher votre plus gros pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à dans 6 mois, on parlera d'escalier, de streaming et de contrats foireux. Salut à tous.